Une nouvelle capsule de Zaroule. Aujourd'hui, je découvre un nouvel endroit, un des endroits préférés de mon invité. Je suis au bassin olympique du parc Jean-Drapeau avec Jean-Marie Lapointe, auteur, conférencier, comédien, un homme qui a été impliqué dans différentes causes, dans plein de choses. Et athlète qui s'amuse. Ouais. T'es à mon chalet en ville, honnêtement. Là, ici, c'est un des secrets bien gardés. Sauf ceux qui font du bateau dragon, de l'aviron. Il y a même des équipes nationales qui s'entraînent ici pour les épreuves de canot-kayak ou de para-canot. Mais le parc Jean-Drapeau, bassin olympique, les gens se mélangent. Ah, tu t'entraînes à la piscine olympique? Non. Piscine olympique, ça, c'est à côté du stade. Mais les gens, dès que tu leur dis, ben tu sais, la F1, ça se passe où? Ah, le circuit Gilles Villeneuve, ben, c'est juste à côté. Donc, le circuit qui est à notre droite, en arrière. Mais le bassin olympique, c'est à 2 km de long, avec plusieurs corridors de large. Donc, on a en masse de terrain pour s'amuser, surtout pour des sports de sprint, comme le bateau dragon, canot-kayak. C'est des distances qui peuvent varier entre 200, 500 000, puis parfois 2000 mètres. Mais c'est vraiment un centre d'entraînement d'excellence, mais c'est aussi un centre de plein air en ville qui est à côté du métro Parc Jean-Drapeau. Et c'est une des rares places dans le monde entier où tu as un bassin olympique à quelques minutes du centre-ville. Parce que dans d'autres endroits, en Europe par exemple, ben il faut que tu prennes un autobus ou un auto, puis tu as 1 heure de char pour aller dans un centre d'entraînement. Si, mettons, tu vas à Prague, en République tchèque ou en Tchécoslovaquie, bien, c'est ça. Il faut que tu prennes ton char pour te promener longtemps avant d'aller au centre d'entraînement. Tandis qu'ici, à Montréal, tu n'as pas d'auto, pas grave, l'autobus t'amène ici. C'est vraiment un bel endroit. J'ai découvert ça il y a 20 ans. OK, wow. Je savais que ça existait, le bassin olympique, parce que il y a quand même les Jeux olympiques de 1976 qui ont eu lieu, les épreuves de canot-kayak puis d'aviron. Mais moi, j'ai découvert ça en 2004 avec une de mes chums, Josiane, qui m'avait dit « Hey, si ça te tente d'essayer un sport, là, viens voir le bateau dragon, tu vas capoter. » Puis justement, il lui restait une place dans son équipe. J'ai essayé ça, puis je me rappelle, les premiers coups de rame, j'ai eu un coup de cœur. Je dis « C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien le fun. » J'ai toujours aimé les sports d'équipe, mais j'ai joué au football, j'ai joué au hockey, mais j'aimais pas l'aspect contact, la violence dans certains de ces sports-là, qui est inhérente au sport. Mais tandis qu'au bateau dragon, en canot-kayak, je veux dire, c'est pas violent. Je veux dire, oui, tu te fais mal parce que c'est forçant, puis tu vas tomber dans des zones, là, vas-tu mourir, vas-tu perdre connaissance parce que tu pousses ta machine, mais c'est pas, il n'y a pas une interaction impliquant un coup donné à l'autre. Et ça, j'aimais ça, et j'aimais l'esprit d'équipe aussi. Oui, parce que c'est ça, c'est en équipe, c'est le fun, ça va vite, comme tu dis, c'est rapide. Ça doit demander, c'est ça, tout un entraînement pour se préparer aux compétitions. Bien, ça dépend du niveau qu'on parle, parce que quand tu fais ça pour le plaisir, tu vas ramer 1 fois par semaine avec ton équipe, puis tu vas peut-être faire 2 compétitions dans l'année. Puis tu vas peut-être avoir du fun, tu vas finir ça avec un barbecue avec tes amis, il y a des gens qui amènent leur bière, ils prennent du temps pour festoyer après leur pratique parce que c'est une activité sociale. Mais si tu es moindrement compétitive, si tu es moindrement animé par « Écoute, moi, là, je vais aller aux Jeux olympiques. Là. Moi, je veux me défoncer, je vais aller au maximum. » Bien, tu vas trouver des équipes qui vont répondre à tes aspirations, à tes besoins. Donc là, c'est des entraînements de 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Pas toujours en équipe, mais ici, il y a des embarcations qu'on voit en solitaire. Il y a des gens qui font du paddleboard, du SUP, du canot-kayak, de la pirogue. Donc, tu as beaucoup d'athlètes de haut niveau qui, en dehors de leur pratique d'équipe, ils font de l'entraînement en solitaire. Moi, c'est ce que je fais. Après notre entrevue, je vais aller m'entraîner dans une de mes embarcations en solo ou peut-être avec d'autres partenaires d'entraînement qui sont dans leur embarcation. Mais à 6h30, on embarque ensemble dans le bateau dragon. On fait notre entraînement d'équipe. Exact. C'est important, c'est ça aussi, de se rassembler autant toute seule, puis après ça, peut-être synchroniser. Est-ce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être synchro? Bien, la synchro, premièrement, il faut synchroniser tout le monde arriver à l'heure pour qu'on soit les 20 dans le bateau en même temps. Mais le bateau dragon, le secret d'une équipe qui performe, c'est la capacité de chaque athlète
à bord du bateau, de ramer en même temps que tout le monde. Ouais. C'est ça l'affaire. Donc, quand tu rentres ta rame dans l'eau, tu mets toute ta force dans ton coup de rame, puis tu la sors en même temps. C'est ce qui va faire que sa synchronisation du coup de pagaie x 10, parce qu'il y a des bateaux à 10, ou x 20, parce qu'il y a des embarcations à 20, plus tu es ensemble, plus l'équipe est balancée dans le sens que si, mettons, moi, je pèse 250 livres, toi, t'en pèses 150, il y a des bonnes chances qu'on ne soit pas sur le même banc. Par contre, tu as ta place dans le bateau, moi aussi, mais il y a des endroits stratégiques selon notre grandeur, notre poids, pour équilibrer le bateau, parce que plus un bateau est en équilibre, moins tu as tendance à faire ça. Puis quand tu fais ça, ça ralentit ta vitesse de croisière. Donc, sans être trop technique, le bateau dragon, c'est assez facile et accessible. Tu peux avoir du fun dès ta première pratique, mais tu peux aussi avoir beaucoup de choses à corriger, même après 20 ans de rame, parce que c'est un sport qui cherche tout le temps chez l'athlète à s'améliorer. Je ne maîtrise pas le coup de rame encore à la perfection, même après 20 ans. Je suis meilleur qu'il y a 20 ans, je suis meilleur qu'il y a 10 ans, mais il y a encore des petites choses qui me font travailler. Là. Puis c'est le même pour tout le monde. Ben oui, c'est ça, ça donne un bon challenge aussi de s'améliorer tout le temps. Exact. À toutes les fois. Puis comme tu me disais que ça peut être pour tout le monde, même les athlètes paralympiques, il y a des gens avec des handicaps qui peuvent... Ça peut être adapté au niveau du bateau dragon. Oui, en fait, le bateau dragon n'est pas une discipline olympique ni paralympique. Okay. Par contre, des sports de rame comme le canot-kayak, il est aux Jeux paralympiques. Donc, du paracano, ça, non seulement l'athlète, selon sa limitation, va devoir peut-être modifier, pas tant l'embarcation, mais son siège. Parce que l'embarcation, elle est standard pour tous les athlètes. Okay. Je te donne un exemple. Tu t'en vas aux Jeux olympiques, tu es assise dans ton kayak. Bien, ton kayak, lui, ne peut pas peser en bas de 12 kilos, a une grandeur X. Il ne peut pas mesurer plus ou moins. Donc, l'embarcation est équitable pour tout le monde. Par contre, toi, selon ton handicap, ta limitation, ça se peut que si tu as besoin d'une prothèse, si tu as besoin d'un ajustement, si tu as besoin d'un siège plus large, plus petit, plus élevé, peu importe. Comme moi, j'ai un de mes chums, Mathieu Saint-Pierre, qui va aux Jeux paralympiques en pirogue, en V1. En V1, ça ressemble à un kayak, mais il y a un flotteur à côté, là, un amas. Donc, il y en a qui sont suspendus ici. Là. Bien, lui, Mathieu, il s'en va aux Jeux para comme ça. Tout comme Erika Scarf, qui est aussi les deux représentants en fait, sont plusieurs, mais c'est deux personnes que je connais plus personnellement. Puis Mathieu, lui, parce qu'il y a eu un accident en foresterie, il y a un arbre qui est tombé dessus, donc il a perdu l'usage de ses jambes. Donc, comme il ne peut pas pousser avec ses jambes, il ne peut pas se stabiliser avec ses jambes, puis aussi, il y a une partie de ses abdos qui fonctionne, bien, il faut le strapper, lui, dans le bateau. Oui, pour pas que ça... Pour pas qu'il perde l'équilibre, puis pour qu'il puisse mettre toute sa force du haut du corps sur sa rame pour pouvoir aller le plus vite possible. Donc oui, c'est possible de l'adapter pour des embarcations qui vont aux Jeux paralympiques, mais pour ce qui est du bateau dragon, bien, comme nous autres, dans notre championnat du monde, on s'en va en Italie, puis il y a une division du paradragon. Tu as des athlètes qui ont des limitations fonctionnelles, il y a des gens qui ont une déficience motrice, il y a des gens qui peuvent avoir une déficience intellectuelle, il y a des gens qui sont non-voyants. Alors, il y a tout ça dans le bateau dragon. Ça, c'est vraiment le fun. Et c'est nouveau. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de gens qui avaient eu, par exemple, des handicaps qui ramaient ou bien, ça apparaissait pas. Parce que si tu as une prothèse, tu peux quand même te servir de ta prothèse pour ramer. Mais il y avait beaucoup de survivants du cancer du sein. C'est un sport qui est devenu très populaire par nos survivants du cancer du sein. Et eux autres, ils vont au jeu. Notre compétition en Italie, il y a une grosse division de survivants du cancer du sein. Wow! Ça doit être vraiment impressionnant, ça, de voir toutes les athlètes. Oui, c'est vraiment trippant. Puis c'est un gros... ça va être une grosse compé cette année parce qu'on est en Italie. Et à chaque fois qu'il y a des championnats du monde en Europe, il y a énormément de gens qui se déplacent là parce qu'il y a beaucoup de pays en Europe. Et quand on va, mettons, en Amérique du Nord ou un petit peu en Asie, il y a un petit peu moins d'équipes. C'est vrai que c'est loin,
Mais par contre, il y a plus d'équipes asiatiques qui sont là en Asie, que tu sois en Chine, à Hong Kong ou dans un pays. Ben ouais, puis c'est des puissances dans ces sports-là. Et c'est l'été, c'est vraiment, c'est rempli, c'est avec moi, je déteste l'hiver, là. Ouais, je veux me pendre. Pareil, c'est ça. Ben, mais puis en plus, toi, tu es beaucoup plus isolé dans tes déplacements parce que c'est plus difficile de se déplacer dans une tempête de neige, là, à moins que tu aies ta voiture puis que tu sois capable de conduire, là, puis tu as un peu plus d'autonomie, mais l'hiver, pour des gens en fauteuil, c'est pas le fun, tu sais, à moins d'être en Floride. Ouais, c'est ça, loin de la neige. Ça, le rêve. C'est tellement trippant. Ouais. Mais c'est ça, le sport, ça fait partie de ta vie depuis longtemps, même avec ton implication. Ouais. Tu sais, avec le défi sportif aussi. J'étais déjà sportif avant le défi sportif, mais ça, avec l'arrivée du défi sportif dans ma vie en 2001-2002, ben, ça m'a ouvert les yeux sur le monde de la différence, du handicap, de la limitation. Et ça m'a surtout permis de rencontrer des gens qui... Tout le monde est extraordinaire, hein? Ouais. Tout le monde est extraordinaire. C'est clair que dans les gens que j'ai rencontrés au défi sportif, c'est des gens qui soit sont nés avec une limitation ou ont eu un accident, une maladie, un accident de voiture et qui ont eu à perdre l'usage d'un membre, de plusieurs membres. Et du coup, ils sont passés de 6 pieds 4 à 5 pieds parce qu'ils sont assis dans un fauteuil. Alors, ce que je trouve fascinant chez les humains que j'ai rencontrés au défi puis que je continue de rencontrer, c'est cette capacité de s'adapter à une nouvelle réalité, cette capacité à faire, avec les années, un deuil d'une ancienne vie, d'un ancien mode de vie, d'une ancienne façon de regarder la vie. Et ça, moi, ça me nourrit de l'intérieur parce que je suis pas à l'abri que ça m'arrive aussi. Hein? J'ai rencontré des gens, moi, qui me racontaient que grâce à certaines personnes de leur entourage, ça leur avait facilité l'acceptation d'une nouvelle vie. Et puis même encore là, le mot acceptation, je suis pas sûr d'être habile de le dire parce que moi, je l'ai pas connu, cette situation-là, de me ramasser dans un fauteuil. Puis parce qu'il y a des gars qui me disaient, ben moi, j'essaie de l'accepter encore aujourd'hui, à tous les jours, après 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu sais. Pas toujours facile à accepter. C'est ça dépend des personnes. Non. Par contre, je suis capable de connecter avec certains passages de ma vie, que ce soit des deuils, que ce soit de la maladie, que ce soit des souffrances reliées à des problèmes de dépendance dans ma famille. Je le sais que toute épreuve porte en elle de la résilience potentielle, porte en elle une façon de grandir comme être humain, tu sais. Alors, je pense que les gens qui ont eu à passer à travers une réadaptation, puis de se replacer dans la société avec leur handicap. Moi, je trouve ça fascinant. On a beaucoup à apprendre d'eux autres. Puis encore là, ben tu le sais mieux que moi. Moi, je trouve que dans notre société actuelle nord-américaine, particulièrement ici à Montréal, parce que je vis à Montréal, je vis au Québec, je pense que notre société va bénéficier encore plus de la présence des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, comme personnes impliquées en politique, comme des lecteurs de nouvelles, des gens qui vont être dans les médias, qui vont être médiatisés de plus en plus. Puis ça se fait, là. Oh, oui, ça se fait. Il y a eu des changements majeurs. Puis je trouve ça juste équitable que de plus en plus de gens qui ont des limitations, qui vivent dans la différence, bien, il faut les voir. Puis il faut aussi leur donner la chance de se sentir utile. Et ça, c'est important. Oui. De juste pouvoir être, juste vouloir avoir un rôle dans la société. Mais tout le monde veut jouer un rôle dans sa vie, dans la communauté, sentir qu'on apporte de quoi, tu sais. Oui. Puis je pense que beaucoup de gens qui ont des limitations fonctionnelles n'attendent que ça. Pas eux autres qui ont des limitations dans leur tête. Amène-moi le défi, moi, te le faire. Tu sais, j'ai un de mes amis qui a une paralysie cérébrale, Félix, il l'a toujours dit, moi, je suis pas handicapé, je suis handicapable. Je l'aimais, cette citation-là, puis j'aime la dire, tu sais, c'est ça. Oui, il y a une limitation, mais donne-y une chance de faire de quoi. Il va peut-être te le faire différemment que toi, peut-être même plus vite, plus lentement. Il va peut-être avoir à prendre un détour pour y arriver à cause de sa condition, mais Christy, il va le faire. Mais laisse-les faire. Donne-y une chance qu'ils le fassent aussi. Mets-les pas dans un compartiment en disant « Ah non, toi, t'es handicapé. » Ça ne marchera pas ton affaire. Non, c'est ça. C'est juste de laisser libre
vouloir faire qu'est-ce que chacun veut faire. Puis, Exact. Donc, tu as vu ça aussi avec l'émission Victorieux à deux. Tu as pu voir avec les proches aidants, les personnes avec un handicap. Ouais. Ça a permis, avec différents sports aussi de compétition, ça a permis d'ouvrir encore plus les esprits, je pense, justement à la télé. Je pense que c'est un des buts. Tu vois, on est en plein tournage de notre deuxième saison. OK. On achève là, la production. Puis, dans Victorieux à deux, on met l'accent sur une personne qui a une limitation, oui, qui fait un sport de haut niveau, mais sans l'apport de ses parents, de ses chums, de ses amis, de ses conjoints, de bénévoles, l'athlète serait encore plus limité dans son rayon d'action ou dans son accession, dans son accessibilité. Ouais. Il faut le rendre accessible, ce sport-là. Mais il y a bien des gens qui ont de la misère à se rendre sur le terrain de jeu ou à jouer dans l'eau ou à faire un sport s'il n'y a pas l'aide des autres personnes. Alors, c'est très, très intéressant de s'intéresser à l'humain qui permet à un athlète qui a un handicap de se dépasser, de se défouler, puis de se rendre aux Jeux paralympiques puis gagner une médaille. Donc, la personne a atteint les plus hautes marches du podium, mais ça s'est fait grâce à qui? Alors, nous, l'émission s'intéresse à ce qui-là. C'est qui ce gars-là? C'est qui cette fille-là qui a permis à l'autre de se dépasser, de se défoncer, de triper? Alors, c'est des belles qualités humaines qu'on met en vedette. Puis, c'est clair que c'est du bénévolat. Donc, quand même, tu te dis, est-ce que ça peut encourager des gens à vouloir faire du bénévolat? Bien, on l'espère. Ouais. On le souhaite. Ouais, oui. Puis, probablement que c'est ce qui se produit aussi parce que on est riche de ce qu'on donne, on est riche de notre implication, on est enrichi par les rencontres. Donc, dans Victorieux à deux, c'est tout ça aussi qu'on met en vedette. T'sais. Outre la performance d'un athlète, on met ça aussi en évidence. Oui. Donc, ça, c'est un parmi tout plein de projets qui est à venir avec la compétition. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi à part ça? J'ai toujours un projet, Isabelle. Moi, je suis travailleur autonome. C'est pas comme si je travaillais chez Post Canada puis que j'avais une job à 45 heures semaine puis je travaillais du lundi au vendredi puis que ma vie était plutôt rangée ou réglée. J'ai pas une semaine qui se ressemblent, et ça depuis des dizaines d'années. Ça a des avantages extraordinaires de ne pas être monotone et drabe, à condition que tu acceptes que ça se peut que cette semaine, j'ai pas d'argent qui est rentré. Donc, il faut que tu planifies ta vie. Il faut que tu sois discipliné en termes de j'ai tant de revenus, ça me coûte quoi vivre, bien, il faut que j'en mette de côté. Et ça, cette insécurité-là peut être maladive pour certaines personnes. Mais pour d'autres comme moi, ça fait, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Je veux dire, mon père, il n'y avait aucune rentrée d'argent garantie, à part les années où il était porte-parole de la Banque Royale dans ces années. Mais dans ces années-là, mais sinon, on n'a jamais eu, nous autres, une discipline de vie comme « Ah, mais mon père est médecin, il reçoit tel montant d'argent, telle personne travaille comme électricien. » Ben non. Alors moi, j'accepte que ma vie ait son lot d'incertitudes financières, mais j'essaie de mener une vie qui ne me mette pas de pression pour là, si j'ai pas 1000 pièces qui a rentré cette semaine, je suis dans la merde. Alors, j'essaie de vivre raisonnablement le plus possible. Là, puis organiser, c'est une organisation vraiment. Oui, alors tu sais, il y a toujours des projets de conférences, peut-être un autre projet de livre, des projets en développement d'émissions de télé, films, tout le temps. Puis moi, je trouve ça super trippant, puis ça me donne assez de lousse me permettant de venir passer un temps avec toi, puis avec ton chum de l'autre bord de la caméra. Puis ce qui me permet aussi d'avoir du temps pour respirer dans mes journées. Ça, je trouve ça fun. C'est un privilège. Bien, c'est un privilège. Oui, c'est important, mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a ce lousse-là. Tu sais, la maman monoparentale là, qui doit travailler peut-être 2 jobs là, pour assurer une sécurité, de la bouffe, un toit pour ses enfants, elle n'a probablement pas le temps de venir faire une entrevue. Là. Elle n'a probablement pas le temps de mettre son maillot et d'aller sur l'eau. Là. Non. C'est ça. C'est une chance. Vraiment. C'est un privilège. Oui, vraiment. Moi, je le prends comme un privilège. Oui, j'ai fait des choix dans ma vie, c'est vrai, mais juste le fait de faire des choix, d'avoir eu la possibilité de faire un choix, c'est un privilège. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Non. Il y a des gens qui sont pas mal plus mal pris que moi. Là.
on est tous, c'est ça, on est tous chanceux. En même temps, on a une chance en même temps. Puis on l'a fait aussi, notre chance. On l'essaye, oui, on le essaye plus possible. Ouais. Mais merci beaucoup. En tout cas, C'est fini? C'était Là, vraiment... tu te crisses à l'eau, là. Ouais, là, je vais me mettre à l'eau, puis tu vas aller me montrer ça. On va aller faire du bateau dragon, puis... Ben là, tu vas sûrement ramasser des lunettes, des Ah ouais. montres, puis des téléphones que les gens ont échappé. Ouais. Là, tu vas pouvoir rouler dans le fond, là. Il n'est pas si creux en passant. Non. Je pourrais apporter mon paddleboard puis le faire. T'en fais-tu? ici. J'en ai des fois. J'en Ouais. fais à chaque été là, de différents endroits, là, mais j'ai pas ma planche, mais j'aimerais bien ça. Comment tu t'installes? C'est une planche que j'embarque directement avec mon fauteuil. C'est des ancrages. Ouais. Puis ils attachent. Puis j'ai après ça. Mais tu le fais la toi-même? Non, c'est avec d'autres personnes là, qui me Parce qu'il y, ouais, y a des gens du défi sportif qui l'organisent. Le... Oui, aussi SUP adapté. C'est ça, hein? Oui, Bon. c'est avec eux. Ouais. Viens de faire une plug. Ouais, on va Parfait. faire une plug, ouais. Fait que Toujours de la c'est- misère à retenir le nom, c'est plate, là. Ouais. Non, Mais toi, là, tu on l'as fait eu comme une faut, plug, parfait. ouais. Ben, ça, Ouais. c'est une belle gang, ça. Oui, c'est une belle gang. Mais merci beaucoup. Yes, Puis, merci. Plein de beaux projets pour la suite. Même chose pour toi.